peut peut-être commencer voilà, par un petit propos général avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, nous sommes trois de l'UFISC à intervenir ce matin. Patricia Koller, déléguée générale de l'UFISC, Léa Lemoulec et moi-même, Grégoire Pateau. Donc pour rappel rapidement, donc l'UFISC est un regroupement fédéral. Du coup, on regroupe 18 organisations qui sont des fédérations des syndicats employeurs du champ de la culture, toute discipline confondue, art de la rue, théâtre, musique actuelle, marionnette, art visuel, radio. Voilà, on représente par d'écoulement environ 2500 structures d'activités diverses, de création, de diffusion, d'actions culturelles. Voilà, donc on regroupe des fédérations, des syndicats, tels que la FEDELIMA, Fédération nationale des lieux musique actuelle, ou le syndicat des musiques actuelles SMA, la Fédération nationale des arts de la rue, THEMA sur la marionnette. Voilà, vous trouverez la liste évidemment de tous nos adhérents sur le site. Peut-être le socle qui fait commun entre toutes ces organisations et leurs structures adhérentes, c'est de relever du champ de l'espace de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, avec une dimension non lucrative, une économie plurielle entre subventions publiques, économie marchande classique et économie réciprocitaire basée sur un peu l'engagement citoyen. Voilà, un outil prospectif, un espace commun d'outillage, d'accompagnement et un acteur de la structuration professionnelle du secteur. Je ne m'étale pas sur l'UFISC, ce n'est pas le propos ici. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions par mail ou à aller consulter le site si vous voulez plus d'informations. Hop, je te laisse passer la slide suivante. Alors, hop. Donc, ce webinaire est organisé notamment dans le cadre d'un programme porté par l'UFISC, une démarche d'appui au projet culturel de territoire. Voilà, il y a un travail de l'UFISC et de beaucoup de ses organisations membres autour de la question de la culture en ruralité depuis une bonne dizaine d'années. Un passage par un projet spécifique sur l'accompagnement des jeunes adultes et leurs initiatives qui s'appelait Agiter par la culture il y a maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, donc voilà, on déploie cette démarche d'appui au projet culturel de territoire avec plusieurs axes de travail et notamment on a mobilisé des porteurs de projets qui travaillent à des projets culturels en milieu rural dans une dynamique un peu de communauté apprenante qu'on anime à travers différents outils, des visites apprenantes, des rencontres territoriales et également on opère tout un travail de constitution et de ressources sur cette thématique de la culture et de la ruralité pour partager l'information, le mettre à disposition, notamment par l'organisation de webinaires comme aujourd'hui, mais également, et ça c'est une bonne nouvelle pour les porteurs de projets, à travers un site ressource, un site internet Culture Ruralité sorti tout récemment. Voilà, on ne va pas vous en faire une visite aujourd'hui, mais je vous invite à aller le consulter pour avoir accès à toutes ces ressources. Et également expliquer sur ce site un petit peu les différents axes de travail qu'on déploie dans le cadre de cette démarche d'appui au projet culturel de territoires ruraux, qui permet d'accompagner à la fois les acteurs, mais également les collectivités locales dans leur pratique de coopération sur les territoires. Voilà, c'était un petit peu important pour nous de profiter de ce webinaire et du nombre important de participants pour rappeler ou annoncer la création et la sortie récente de ce site internet Culture Ruralité. Je vais laisser ensuite la parole, puisque du coup, nous organisons ce webinaire dans le cadre de cette démarche d'appui au projet culturel de territoires ruraux, mais également en partenariat avec Opal, et on a élargi le plus possible l'auditoire pour que du coup Opal puisse aussi proposer à tout son réseau, notamment
d'acteurs du DLA sur le territoire de profiter de ce webinaire. Delia, je te laisse enchaîner sur la présentation d'Opal. Oui, merci Greg. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vois que vous êtes très nombreux à nous rejoindre ce matin, donc merci. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de webinaire, en tout cas en partenariat avec le Fisc. Ça fait une vingtaine d'années qu'on collabore avec le Fisc et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir mener des actions ensemble. Donc pour rappel, Opal, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un pôle ressources, culture et économie sociale et solidaire. D'ailleurs, je te remercie, Greg, d'avoir donné très rapidement une définition de l'ESS parce que peut-être que j'aurais été plus longue que toi. Donc, Opal existe depuis 35 ans et on a une action sur l'ensemble du territoire national. Et on travaille autour de 4 grandes missions. Donc, la première, c'est l'information, l'orientation, le conseil. De toute façon, vous voyez tout ça devant vous. Hein. Vous avez le schéma de nos grands principes d'action. Donc, c'est vrai qu'on répond à toutes sortes de questions par mail, par téléphone, auprès des porteurs de projets, des chercheurs, des étudiants. En fin de webinaire, vous aurez notre adresse. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter et on pourra soit vous répondre directement, soit vous diriger vers une structure qui saura peut-être vous répondre de manière plus précise que nous. On a un site ressources culture ESS sur lequel vous pouvez trouver énormément de ressources qui sont en accès libre. Il y a des fiches, des guides, des articles qui décryptent des thématiques, des sujets, des enjeux. On a aussi un kit culture pour le DLA et pour les accompagnateurs de projets culturels qui s'appelle le kit culture DLA. Puisque une de nos grandes missions est d'être ressource auprès du dispositif local d'accompagnement, donc le DLA, qui est un dispositif d'appui aux porteurs de projets d'économie sociale et solidaire. Donc, on est centre de ressources depuis presque 20 ans, je crois, maintenant, auprès de ces DLA qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, dans chaque département, vous avez une structure porteuse du dispositif local d'accompagnement qui peut venir échanger avec vous sur vos besoins d'accompagnement. Cette mission de centre de ressources culture pour le DLA, on le porte avec l'UFISC, ici présente, et aussi la COFAC. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le DLA accompagne quand même 1000 associations culturelles par an. Et c'est un dispositif de politique publique, donc c'est un dispositif gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site info-dla.fr pour en savoir plus. Notre troisième axe de travail, c'est sur la production de ressources, de connaissances. On a un pôle, on va dire, observation et recherche. On mène, on va dire, des enquêtes et des travaux d'études avec les fédérations et les réseaux culturels pour qu'ils connaissent mieux leurs adhérents, pour qu'on puisse nous aussi mieux connaître comment les structures fonctionnent. Et puis, on collabore aussi avec des laboratoires de recherche. On a notamment une journée d'études le 9 mars à Paris pour réfléchir sur le fait associatif. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces informations sur notre site Internet. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a énormément de ressources à disposition sur notre site Internet. C'est vraiment le gros de notre travail d'éditer des guides, notamment pour les chargés de mission DLA, mais pas que. Et puis, notre dernier axe de mission, c'est sur la transmission et l'accompagnement, puisqu'on est aussi un organisme de formation. On a notamment une formation qu'on copilote avec le CNAM Paris et l'UFISC. C'est une formation longue de 90 heures sur l'économie sociale et solidaire, spécialité culture. On a un apport entre des chercheurs, des acteurs culturels et aussi des visites dans des lieux qu'on trouve intéressants à analyser. Et puis, on a aussi un dispositif, ah oui, j'aurais peut-être pu le dire avant, de transfert de savoir-faire auprès des porteurs de projets culturels. Et puis, voilà, on accompagne aussi les acteurs dans leurs réflexions, quand il y a des besoins, des réseaux pour les aider à cheminer. Je crois que j'ai fait le tour pour la présentation d'Opal. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'intervention.
Eh bien, je vais peut-être cette fois-ci m'exprimer et nous allons. Donc moi, je suis comme le présentait Grégoire tout à l'heure, Patricia Collère, déléguée de l'UFIS, et donc collègue de Grégoire et Léa Lemoulec, qui ont préparé cette présentation ce matin, et nous allons intervenir donc moi-même avec Delia en binôme sur ce sommaire que nous vous proposons concernant les aides à l'emploi dans le champ culturel et socio-culturel, avec en effet un axe, on va dire un focus un peu ruralité, mais qui va quand même présenter un panorama plus généraliste, puisque la majeure partie des dispositifs pour l'emploi s'adresse à l'ensemble des typologies de territoires et de projets. Donc, on vous propose un sommaire en 4 parties. On va d'abord essayer justement de regarder un peu plus les emplois spécifiques champ culture, ensuite plutôt des aides à l'emploi plus généralistes dont le secteur culturel peut s'emparer. Et également un versant autre type d'aide à l'emploi qui sont, on va dire, des dispositifs d'aide à l'emploi plutôt de l'ordre de l'exonération de charges ou de l'accompagnement des structures. Et puis, on va ensuite faire un dernier point sur aussi l'accompagnement dans la fonction employeur, puisqu'on a eu quelques questions autour de cela. Donc, comme on vous l'indiquait dans le chat de la discussion, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va essayer de réagir au fur et à mesure, mais on pourra aussi prendre un temps en fin de webinaire pour reprendre des questions que nous n'aurions pas eu le temps de prendre dans le déroulé. Juste peut-être se rappeler que donc quand on parle d'aide à l'emploi, on est très souvent autour d'une logique de création de postes. On a beaucoup d'aides à l'emploi qui sont plutôt sur des démarrages de contractualisation, puisqu'on a eu quelques questions sur comment est-ce que des aides à l'emploi peuvent venir soutenir des postes déjà existants. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on est quand même moins dans cette modalité d'aide à l'emploi de développement d'un poste existant, même si on va voir qu'il y a des solutions quand même possibles. On a généralement des aides qui, hors vraiment les aides d'autres types d'aides à l'emploi sur des exonérations, par exemple, sont des aides qui dépendent de critères soit sectoriels, de critères d'utilité sociale, de critères d'insertion professionnelle, mais on est quand même généralement sur des cadres comme ça critérisés et généralement d'aide à l'emploi qui s'arrêtent dans le temps, qui sont pas pérennes, mais souvent soit dégressifs, soit qui s'arrêtent dans le temps. Et évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on vous proposait ce 4e point, se rappeler que ces aides à l'emploi induit une responsabilité d'employeur et donc une nécessité aussi de réfléchir à la manière d'asseoir un modèle économique qui permettra justement la pérennisation de ces emplois et donc justement la manière dont on peut peut-être être accompagné pour mieux structurer ce modèle économique. Et dernier élément peut-être à se rappeler d'un point de vue un peu général, évidemment, ces aides à l'emploi nécessitent le plus souvent, d'être sur une structure qui n'a pas de difficultés en termes de cotisation sociale ou de retard par rapport à tous les organismes sociaux. Ça, c'est généralement un critère qui est partagé par l'ensemble des aides. Voilà, donc pour vous dire qu'en effet, on fera plutôt un panorama généraliste avec quand même, vous verrez, des points de vue focus, notamment sur les zones de revitalisation rurale, qui sont un peu ces zones que l'on retrouve avec soit des densités basses, soit des revenus fiscaux inférieurs généralement aux densités médianes ou aux revenus fiscal médian et qui donne aussi droit aux bénéfices pour les structures en zone de revitalisation rurale à un certain nombre d'aides. Voilà, écoutez, on démarre peut-être directement avec une aide qui est déjà quand même bien connue du secteur, notamment du champ du spectacle vivant et enregistré, puisque c'est à ce secteur qu'il s'adresse, qui est le fonds PEPS, le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, qui a été mis en place maintenant depuis un certain nombre d'années, 6-7 ans, et qui est issu vraiment d'un travail autour de la mission sur l'intermittence qui avait été lancée
en 2014, puis aux réflexions sur les conférences pour l'emploi dans le champ du spectacle vivant et enregistré en 2015, et qui vise en fait à encourager justement la création d'emplois durables dans le champ du spectacle, soit par la création d'emplois pérennes, soit par l'allongement de contrats à durée déterminée, et qui en fait depuis maintenant ces longues années, a connu plusieurs évolutions après son démarrage. Une première évolution que vous avez peut-être suivie en 2019 avec une simplification des aides autour de 3 grands dispositifs, l'AESP sur les contrats pérennes, la page sur la diffusion en salle de petite jauge et l'ADEP plutôt pour l'édition phonographique. Et puis, on a eu pendant la période Covid un certain nombre de dispositions exceptionnelles et dérogatoires qui ont permis d'adapter, on va dire, les dispositifs à la réalité des structures et surtout aux besoins de soutien à l'emploi pour relancer l'activité culturelle. Et aujourd'hui, en 2023, vraiment juste avant cette date de webinaire, puisque le décret est paru le 23 janvier 2023, nous avons désormais encore une petite évolution du dispositif, des ajustements qui se sont faits de ces dispositifs, et surtout, nouvelle très importante pour notre secteur du spectacle, une prolongation du dispositif jusqu'en 2025. Donc ça, c'est important. C'est une mobilisation qu'on a eue quand même entre organisations professionnelles, employeurs et salariés pour convaincre vraiment l'État de prolonger ce dispositif très opérant dans le champ du spectacle. Et donc, on a eu une négociation assez longue avec le ministère de la Culture sur l'ajustement justement de ces dispositifs, et donc que nous allons voir un peu maintenant. Donc, je vous rappelais déjà les 3 aides sur les contrats à durée indéterminée, déterminée, pérenne, le soutien à l'emploi du plateau dans des salles de petite jauge, et puis le soutien à l'emploi dans le cadre d'enregistrement phonographique. N'oublions pas les 3 autres aides qui avaient été proposées également dans le dispositif FONPEPS, la GEDATI qui est l'aide à la garde de jeunes enfants, et puis le dispositif de soutien Café Culture qui est plutôt géré par le GIP Café Culture, et enfin le dispositif d'aide à l'emploi sur le GUSO, mais là qui s'est arrêté pour le moment. Donc on reviendra plutôt sur les 5 aides qui sont encore opérantes. Peut-être juste quelques éléments transversaux dont il faut se souvenir par rapport au FONPEPS. D'une part, comme je vous le disais, ça s'adresse aux entreprises du spectacle vivant et enregistré, tous les types d'entreprises évidemment, et notamment les formes associatives ou coopératives. Il faut qu'elles relèvent soit l'application d'une convention collective de ce champ du spectacle vivant ou enregistré, soit qu'elles soient titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle et affiliées à la Caisse des congés spectacles. Donc ça, c'est une des premières conditions. Ensuite, on a plusieurs autres conditions dans les aides. Évidemment, comme je vous disais, ne pas avoir mis fin à un CDI précédemment à l'embauche. Là, c'est par rapport à des possibilités de licenciement économique, mais par contre, il y a des dérogations, évidemment, si c'est plutôt des problématiques de rupture de période d'essai, s'il y a des démissions, etc. Il y a un plafond au-delà de 4 SMIC bruts annuels, mais donc le plafond est quand même assez élevé pour correspondre à peu près à toutes les situations d'emploi. La possibilité de contractualiser en temps plein ou en temps partiel, et généralement dans ces cas-là, si c'est un temps partiel, les aides sont évidemment au prorata. Et également se rappeler que l'aide ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'État à l'insertion. Donc, on ne peut pas, par exemple, cumuler un parcours emploi compétences avec un CAE et un emploi FONPEPS sur la même personne. Par contre, on verra qu'il y a des possibilités de cumul successif. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simultané, mais on peut passer d'un dispositif à un autre pour une même personne. Et enfin... l'aide n'est pas due pour des périodes d'absence, évidemment, ou en cas de rupture, enfin, égale à 30 jours, supérieure ou égale à 30 jours, ou en cas de rupture du contrat. Et enfin, on verra qu'il y a également des plafonds ça c'est un peu la nouveauté aussi du décret
de 2023, vous verrez qu'il y a des nouveaux plafonds qui ont été proposés, mais une règle de plafond générale, c'est cette aide au minimi, enfin le fait que le fonds PEP se situe dans des aides au minimi, qui donc impose qu'il ne puisse pas y avoir plus de 200 000 euros pour cette aide sur 3 exercices fiscaux. Peut-être aussi parce que ça a été des questions qui nous ont été posées, notamment sur le cas des groupements d'employeurs ou des coopératives d'activité et d'emploi. En tout cas, pour les groupements d'employeurs, ils sont tout à fait éligibles aux différentes mesures du fonds PEPS. On verra notamment que le décret apporte un nouveau levier par rapport à l'AESP. Et enfin, pareil, pour les contrats de professionnalisation, plusieurs mesures peuvent être éligibles. Enfin, comment ça marche, peut-être avant de rentrer dans la précision des 3 aides. Eh bien, généralement, il faut donc aller tout simplement sur le site de l'ASP, ou qui est donc l'opérateur qui gère les aides fonds PEPS. Vous y trouverez les différents formulaires à télécharger et à remplir, avec des notices qui y sont attachées. Alors, on a beaucoup de questions sur la facilitation et la simplification administrative attachée aux différentes aides fonds PEPS. Il faut savoir que le ministère de la Culture conventionne avec l'ASP et essaye justement de favoriser une meilleure facilitation pour les aides. Aujourd'hui, on est encore en effet sur des envois par courrier par courrier postal des différents dossiers auprès de l'ASP, mais on espère, en tout cas c'est ce qu'on demande en tant qu'organisation professionnelle, une simplification qui puisse arriver pour les entreprises qui déposent leurs dossiers. Autre élément dont il faut bien se rappeler, c'est la règle des 6 mois, c'est-à-dire que il y a une possibilité, on va dire un peu rétroactive, de déposer son dossier dans les 6 mois suivant la date de début d'exécution du contrat. Donc ça, c'est vrai que c'est important, mais si on dépasse cette période des 6 mois, généralement l'emploi n'est plus éligible au dispositif fonds PEPS. Donc, faites bien attention. Je sais qu'il y avait une demande, par exemple, par rapport à un contrat qui a été signé en mars. Ça paraît un peu difficile parce qu'on a largement dépassé les 6 mois de faire la demande maintenant. Alors, il est toujours possible d'aller vérifier auprès de l'ASP, mais a priori, on est quand même assez hors délai. Et enfin, se rappeler que ce sont des aides automatiques. Donc, ce sont en effet des aides qui sont versées par l'ASP. C'est pas du tout une logique d'exonération de cotisation. Par contre, ce sont des aides automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission qui va regarder le dossier. Mais si toutes les conditions d'aide sont bien respectées, toutes les conditions d'accès, pardon, tous les critères sont bien respectés, il y a automatiquement droit à cette aide. Voilà, donc vous retrouverez tous les éléments, non seulement sur nos sites internet et notamment le site d'Opale en tant que centre de ressources, mais évidemment aussi sur le site de l'ASP ou sur le site du ministère de la Culture, où il y a un certain nombre de FAQ disponibles. Et je vous propose maintenant donc de rentrer plutôt dans le cœur des aides. Donc, aide que vous connaissez sans doute déjà un peu. Donc, la première aide, c'est l'AESP, l'aide à l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Il s'agit d'une aide à l'embauche qui touche à des emplois relevant de fonctions relatives aux annexes 8 et 10 du règlement d'assurance chômage. Donc là, on est vraiment sur des fonctions précises au sein de la structure, de l'association, de l'entreprise. Ce dispositif, il a pour but d'encourager l'allongement des contrats, soit à travers justement une logique de CDIsation, soit à travers une logique de contrat à durée déterminée plus long. Et au regard de ce que je vous ai dit en début de présentation du fonds PEPS, les contrats vont s'échelonner jusqu'au 31 décembre 2025. Avec cette règle des 6 mois dont je vous parlais juste auparavant.
On a deux grands cas dans cette aide, l'embauche d'un salarié ou d'une salariée en CDI. Dans ces cas-là, on a une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 euros par an, enfin non, qui va d'ailleurs jusqu'à 10 000 euros par an, et qui n'est pas plafonnée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs personnes en CDI qui bénéficient de cette aide dans votre structure. Et il y a un dispositif spécifique pour les artistes lyristes de chœur permanent qui bonifie même cette aide jusqu'à 16 000 euros par an. Donc ça, c'est vraiment utile dans le cas de fonctions, par exemple, de régisseur technique dans une structure qui serait en CDI dans la structure pour être soutenu à hauteur de 30 000 euros, donc sur les 3 ans. Autre élément, deuxième dispositif important, l'embauche d'un salarié en CDD, donc évidemment en contrat à durée déterminée de droit commun, mais aussi en CDD d'usage, sur les techniciens ou les artistes, donc annexes 8 et 10, qui peut se faire dans plusieurs cadres, hein, soit un CDD normal, soit dans les cadres notamment des CDDU, en CDD discontinu s'il y a un contrat cadre ou une promesse d'embauche qui a été proposée et signé par l'employeur et donc qui prévoit dans le cadre de ce contrat cadre ou de cette promesse d'embauche, plusieurs dates en répétition ou en représentation de la personne sur une durée de plusieurs mois. Et on voit que on a également dans ce cadre-là la possibilité de l'embauche d'artistes à travers des cachets, voilà, qui permet aussi de comptabiliser un certain nombre de cachets. Donc dans ces cas-là, on est sur une aide qui va être forfaitaire en fait, et qui va prendre en compte la durée de ces contrats à durée déterminée. Donc globalement, on vous a pas tout mis parce que vous allez retrouver cela sur le site de l'ASP évidemment dès qu'il sera mis à jour avec le dernier décret, ce qui n'est pas encore le cas. Donc attendez encore quelques semaines, mais les nouveaux formulaires vont pas tarder à arriver. Mais globalement, donc on a une logique de 200 euros par mois pour un contrat qui est supérieur ou égal à 1 mois et inférieur à 4 mois. Hein, donc, ça démarre vraiment à partir d'un mois de contrat. 300 euros quand c'est supérieur à 4 mois et inférieur à 8 mois. 400 euros quand c'est supérieur à 8 mois et inférieur à 12 mois, et enfin 500 euros pour tout contrat qui serait supérieur ou égal à 12 mois. Et d'ailleurs, on a même une bonification pour les artistes qu'on a gardé des dérogations exceptionnelles de la période Covid. Et qui fait que on a un peu une bonification à 300 euros. Bon, on vous redonnera évidemment les éléments, mais vous verrez qu'ils sont d'une centaine d'euros supplémentaires pour les artistes. En ce qui concerne les cachets, on a une prise en compte entre 22 et 44 cachets sur une période entre 4 et 8 mois, et puis des cachets entre 44 et 65 cachets pour la période de 8 à 12 mois. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un nombre de cachets assez important à avoir, et dans ces cas-là, on a un montant d'aide qui est relatif aux cachets, à peu près de 13 euros pour le premier cas et de 18 euros dans le second cas de 8 à 12 mois. Voilà un petit peu comment les choses se mettent en place. Peut-être simplement à retenir qu'en effet, désormais, les groupements d'employeurs sont éligibles aux aides pour les salariés qui sont mises à disposition, qu'il y a une limitation pour toute la partie plutôt CDD à 22 000 euros par an et par entreprise, ce qui est quand même relativement important, et qu'on a également donc un versement des aides qui va se faire notamment pour la partie cachet ou la promesse d'embauche plutôt à la fin du contrat pour vérifier évidemment que l'ensemble des cachets ou des dates de la promesse d'embauche ont bien été réalisés.
Et aussi pour ceux qui nous ont un peu posé des questions, par exemple sur PEC et fonds PEPS, il est tout à fait possible d'avoir une personne qui est déjà salariée par la structure, donc qui était déjà soit en intermittence, soit par exemple en PEC, et d'utiliser le fonds PEPS CDI pour continuer par exemple son contrat s'il se situe dans le cadre évidemment des fonctions annexes 8 et 10. Donc, en effet, le seuil de 22 000 euros, c'est bien tout salarié confondu, mais seulement sur la partie CDD. La partie CDI n'a pas de plafond. En ce qui concerne les GE, en effet, il faut que ce soit l'application d'une convention. Il faut qu'ils respectent en fait la même chose que toutes les autres entreprises qui peuvent bénéficier du fonds PEPS, donc c'est-à-dire une convention du spectacle vivant ou enregistré ou une affiliation congé spectacle et licence d'entrepreneur de spectacle. Là, on est sur les mêmes éléments et sur les chargés de production, vraiment c'est par rapport à la liste des contrats relevant des annexes 8 et 10. Donc là, on est vraiment, dans une nécessité de se référer à la liste des métiers en fait associés à ces annexes que vous retrouvez aussi évidemment dans les conventions collectives applicables. Est-ce que je peux t'interrompre ? Oui, bien sûr. Je crois qu'on avait une question sur est-ce que les nouvelles règles du dispositif permettaient une prise en charge dans le cadre de représentation lors d'activités pédagogiques. Alors, ce sera à vérifier, mais en tout cas, moi, j'ai vu dans les textes que uniquement pour les artistes de la voix, il y avait une possibilité sur les résidences en milieu scolaire. Alors, voilà, ça veut dire que dans certains cas, ça peut éventuellement fonctionner. On pourra peut-être apporter une réponse plus précise en allant vérifier ou en allant poser la question, mais a priori, il pourra avoir cette ouverture-là. Oui, et sachant que quand on interprète les textes, on est vraiment sur l'employeur qui décide en fait de l'emploi qui est associé à la fonction de la personne dont le contrat fait l'objet de la demande d'aide. Donc a priori, il n'y a pas de difficulté puisque là, c'est vraiment la contractualisation, le contrat qui va être demandé par l'ASP. On verra que c'est peut-être un peu différent par rapport à la page, mais en tout cas, là, on est vraiment sur la logique de justification à travers le contrat. Voilà, exactement. Pardon, je dis exactement, je répondais parce que je voyais la réponse que Camille faisait à Marie-Noël Forger. Voilà, donc c'était pour ça que je répondais exactement. À partir du moment où les fonctions relèvent bien de l'annexe, des annexes, ils sont bien éligibles. Voilà. Et dans le cas d'une embauche en CDI à temps partiel, eh bien c'est proratisé en fonction du temps partiel. Donc voilà, tout dépend de ce que si c'est un mi-temps, ce sera évidemment à 5 000 euros. Et les montants, alors il y avait une question sur l'aide pour les CDD d'artistes entre montant mensuel ou montant par cachet. En fait, en effet, tu as répondu, Délia, donc peut-être je te laisse faire la réponse à l'oral. Oui, il s'agissait bien de montant par cachet, parce que c'est vrai que sinon 13 euros, ça fait peu si c'est mensuel. Non, c'est par cachet. Et après, il y avait une autre question sur où peut-on trouver les annexes. Alors, je n'ai pas forcément compris la question. Les annexes 8 et 10, on les trouve sur le site notamment de l'UNIC, mais on pourra vous renvoyer les éléments ou vous mettre le lien dans le diaporama qu'on vous propose, il n'y a pas de souci. Et il y avait une autre question sur
Le plafond de chiffre d'affaires de la structure pour les aides AESP, de mémoire, peut-être à vérifier, mais de mémoire, il ne me semble pas qu'il y ait de plafond. Le plafond, il est sur les 4 SMIC, donc plutôt sur les personnes employées, mais il me semble pas que ce soit sur le chiffre d'affaires de la structure, ce qui ne sera pas la même chose pour la page. Donc, on y reviendra du côté à page. Et un employeur qui possède la licence mais qui passe par le GUSO, est-il éligible? Je ne pense pas, parce qu'il fait plutôt partie du champ. Enfin, s'il n'est pas affilié à la caisse des congés spectacles, il n'est pas nécessairement. Mais en même temps, c'est un peu bizarre de passer par le GUSO si vous avez la licence. On vérifie ce point. Sauf si quelqu'un parmi vous, parce que peut-être que comme on est une grande communauté, parmi vous, certains ont peut-être déjà eu cette expérience et ont peut-être une réponse. Donc, n'hésitez pas à évidemment que chacun puisse profiter des savoirs des autres. Voilà. Et pour l'enregistrement, alors peut-être qu'on reviendra sur la question de l'enregistrement phono, puisque là, c'est la première aide. Voilà. Donc, je vous propose peut-être de passer à la deuxième aide, puisque je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver pour la page ou la DEP. Donc, je vois qu'il y a des réponses dans le chat, hein, mais je file un peu, quitte à ce qu'on revienne après sur cette question de la licence et du GUSO. Donc, en ce qui concerne maintenant la deuxième aide, qui est le soutien à l'emploi du plateau artistique pour les spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge. Alors, le décret de 2023, enfin le décret de janvier 2023 modifie un peu cette aide, puisque aujourd'hui, enfin même modifie quand même pas mal cette aide, puisqu'aujourd'hui la jauge va s'apprécier jusqu'à 500 places et non plus seulement 300 places. Vous savez que voilà, on était arrivé jusqu'à une salle de jusqu'à ou égale à 300 places, qui était définie à la base plutôt par une jauge sécurité, c'est-à-dire par un certain nombre de justificatifs autour de la sécurité du lieu. Les dispositions dérogatoires avaient amené une augmentation de cette jauge pendant la période Covid pour favoriser le plus possible les diffusions et donc la relance des spectacles vivants. On a pu conserver une bonne partie de ces dispositifs dérogatoires en permettant justement d'aller jusqu'à 500 places et aussi en permettant le fait de reconnaître la jauge à partir de la billetterie, c'est-à-dire à partir du nombre maximal de billets mis en vente pour la représentation concernée, y compris les billets avec une mention de gratuité ou en abonnement ou en location. Donc, à partir du moment où le nombre maximal de billets mis en vente est inférieur à 300 ou à 500 places par représentation, la jauge est éligible. Donc ça, c'est quand même un point très important à avoir, puisque ça élargit en effet le champ. Une fois de plus, les salles concernées ne sont pas seulement les salles dédiées au spectacle vivant, puisque a priori ça n'est pas fait mention dans le décret, donc ça peut être apprécié, notamment il y avait une question sur est-ce qu'une salle des fêtes de 250 places peut être éligible, donc a priori oui, elle peut être éligible à partir du moment où c'est bien justifié dans les conditions, à partir de la sécurité ou de la billetterie. Autre élément, par contre, qui change de manière assez importante aussi le dispositif, c'est qu'on va démarrer non plus à partir d'un artiste au plateau, mais à partir de 3 artistes au plateau. Donc ça, c'est aussi un élément de changement important, d'évolution important à prendre en compte. Et on va avoir deux niveaux d'aide. Un premier niveau entre 3 et 7 artistes dans des salles de 300 places au moins. Et un deuxième niveau d'aide pour les salles de 301 à 500 places, il faudra un plateau de 5 à 9 artistes. Donc après, les aides représentent un montant selon le nombre d'artistes au plateau.
multiplié par un pourcentage de la rémunération brute minimale de ces artistes. Donc, on va considérer que à partir de 3 artistes, chaque artiste va avoir un pourcentage de sa rémunération pris en charge. Donc, ce sera 3 fois ce pourcentage de rémunération. Et ce pourcentage de rémunération brute va de 45 à 75% de prise en charge. Donc là, c'est pareil, on vous a pas mis tout le détail. Mais voilà, sachez que jusqu'à maintenant, il faudra regarder la rémunération au cachet et la rémunération mensualisée qui se met à jour évidemment au fur et à mesure des années et des négociations de salaire, mais on était auparavant jusqu'à des montants entre 53 et 88 euros par artiste pris en charge sur ce dispositif. Et il y a la possibilité de mettre un technicien attaché à la production de chaque représentation, ainsi que une prise en compte d'un certain nombre de dates de répétition jusqu'à 20% des dates de représentation. Et on a une aide qui est plafonnée à 22 000 euros par an et par entreprise. Voilà, donc je regarde rapidement les questions qui ont été posées. Donc, concernant... Alors, pour les dernières représentations du dernier semestre 2022, si vous pouvez renvoyer votre demande, puisqu'on est toujours sur la règle, si je ne me trompe pas, mais je vais quand même vérifier parce que là, votre question me fait douter. Il me semblait qu'on était bien sur la règle également des 6 mois, mais je vais quand même vérifier ça parce que là, la question me fait douter. Donc, je regarde ça et je reviens vers vous pour la réponse. Donc, la question dans l'espace public, on est plutôt quand même sur... on n'a pas la même logique que sur l'espace, enfin, sur le décret dérogatoire où il y avait bien cette mention... des espaces extérieurs. Donc ça, je dirais que ça va donner lieu un peu à l'interprétation puisque on a quand même là une logique de salle qui est identifiée. Mais la billetterie gratuite est bien prise en compte. Quand on est une petite salle sans logiciel de billetterie, il faut réussir à avoir un cadre de justification en fait de délivrance d'une billetterie, donc qui peut se faire par une logique de billetterie papier ou ce type de choses, mais il faut pouvoir en effet justifier de la billetterie qui est mise en œuvre. Et les critères pour les spectacles de rue, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu complexe dans le cadre de cette logique de salle. Donc, il va falloir peut-être essayer d'entériner l'interprétation qui avait été faite sur le moment des propositions dérogatoires du fonds PEPS qui était encore disponible en 2022. Et voilà. Et donc, par rapport aux techniciens, c'est bien un technicien qui est pris en charge par plateau artistique. Et par rapport à la commission de sécurité, il y a, comme je le précisais, c'est pas forcément en commission de sécurité, ça peut être une jauge par billetterie. Et par rapport à la commission de sécurité, on avait aussi la possibilité d'avoir une attestation du maire, notamment pour certaines salles ou pour les équipes artistiques qui n'ont pas nécessairement la disponibilité de cette information, enfin pas de l'information mais plutôt de la preuve. Non, s'il y a c'est 3 artistes au plateau minimum. Excusez-moi, je répondais à la dernière question sur 2 artistes et un technicien. Non, c'est a priori 3 artistes. Et là, on en est vraiment désolé parce que nous, on avait vraiment plaidé pour un artiste au plateau pour garder la même logique que ce qu'il y avait à la page. Et donc, on n'a pas eu malheureusement gain de cause dans les arbitrages du ministère, mais
on pense bien demander quand même un bilan sur cette mesure, enfin sur ce critère, et peut-être une logique de revoyure, parce que il nous semble qu'il y a un certain nombre de spectacles dans la musique, dans le conte, dans la danse, enfin à plein d'endroits qui vont se trouver mis en difficulté au regard de ce critère de ce critère des 3 artistes au plateau nécessaire. Mais voilà, aujourd'hui ce sont les textes. Mais n'hésitez pas à nous remonter vos difficultés par rapport à tout ça, parce que je pense qu'il va vraiment falloir remonter au créneau du ministère pour leur faire comprendre que ça, c'est un critère qui peut pas s'installer dans la durée. Je me permets de passer parce qu'on a encore pas mal d'aides à voir et je vois que le temps file. Donc, nous avons également donc cette aide disponible plutôt là pour l'édition phonographique, donc plutôt du côté spectacle enregistré. Bon, le nouveau décret ne change pas tant de choses à ce qui a été déjà mis en place. Donc, pour rappel, c'est un soutien à l'emploi dans le cadre de la réalisation de séances d'enregistrement phono. Ça concerne plutôt donc les entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 2 millions d'euros. Il me semble que sur les 10 salariés ETP annuels, ça ne sans considération des salariés en financés en cachet. Et ensuite, on a une prise en compte de 25 à 60% du montant du cachet des artistes interprètes qui sont présents lors de l'enregistrement phonographique. Donc, ce qu'amène le nouveau décret, c'est notamment le plafonnement quand même de l'aide à 22 000 euros par entreprise et par an sur ce dispositif. S'il y avait des questions, il me semble que tout à l'heure, il y avait une question sur la phono, mais j'ai oublié si quelqu'un la retrouve, n'hésitez pas à me la redire et on reviendra dessus. Et enfin, donc peut-être deux aides supplémentaires qui sont proposées dans le cadre du fonds PEPS. L'aide Agedati, donc qui avait été faite pour combler un manque sur notamment la possibilité d'un retour à l'emploi facilité pour les artistes et techniciens qui ont une garde de jeunes enfants et qui doivent donc avoir un appui pour la financer. C'est une aide qui est gérée depuis le début par Audience dans le cadre d'une convention avec le ministère de la Culture. Elle est versée jusqu'aux 4 ans de l'enfant à hauteur de 50% maximum du coût de la garde. Et puis, il y a également un certain nombre d'autres frais qui peuvent être pris en charge pour partie pris en charge comme le déplacement ou l'hébergement, etc. Par contre, il y a des critères, un peu stricts. Et donc, il faut aller bien regarder avec Audience les questions de cumul avec d'autres aides de garde à l'enfant qui seraient effectuées par les parents. Autre aide, mais là je vais peut-être céder la parole à mon collègue Grégoire qui a été plus en pointe de l'information sur le GIP Café Culture, qui est de la même manière une aide qui a été bénéficiaire des fonds du fonds PEPS depuis le début de la mise en place du fonds PEPS, alors que le GIP Café Culture, et tu le rappelleras peut-être Greg, existe depuis plus longtemps. Voilà. Je te laisse voilà. Bon, je ne sais pas exactement depuis combien de temps, mais ça fait quelques années aujourd'hui. Et du coup, c'est un croisement de plusieurs fonds, le GIP Café Culture, notamment des fonds du ministère via le fonds PEPS. C'est vraiment une aide spécifiquement dédiée au Café Culture, qui sont du coup qui relèvent de ce type d'activité, donc convention collective des CHR, qui sont détenteurs d'une licence de débit de boissons au restaurant et qui ont une jauge inférieure à 200 places. Donc à la base, mais je vais dire un petit peu plus puisqu'il y a eu des expérimentations, mais à la base, ce dispositif est vraiment dédié aux cafés-bars et restaurants. Et en fait, du coup, l'aide consiste à une participation au coût global de l'emploi. Du coup, en fait, on va avoir un pourcentage du cachet global
pris en compte, enfin remboursés en fonction du nombre d'artistes présents sur scène. Donc, comme c'est marqué là, de 26 à 65%, en gros 26% quand il y a un ou deux salaires, et ensuite ça monte de manière proportionnelle, 3 salaires 39%, 4 salaires 49%, 5 54%, 6 salaires 60%, et au-delà de 7 ou plus, 65% des cachets qui sont pris en compte sur la base du coût du montant minimum brut à respecter, qui est aujourd'hui de 107,95 €. Comment ça fonctionne? Il y a une enveloppe globale proposée par l'État dans le cadre du fonds PEPS, et ensuite ce sont des collectivités territoriales qui viennent abonder le fonds de nature très très diverse. Ça peut être des régions, des départements, des communautés de communes, des villes. Ce qui fait qu'en fait, l'enveloppe globale dédiée à cette aide fluctue selon les territoires. Tout le monde peut en bénéficier puisque à minima, il y a l'aide de l'État, mais l'enveloppe peut être plus importante selon si le café culture se situe dans une collectivité ou plusieurs collectivités qui ont abondé ce fonds. Ce qui fait que c'est parfois un petit peu complexe. On ne peut pas avoir une lecture pile poil du montant qui existe. Et évidemment, le fonds n'est pas, entre guillemets, infini. Souvent, voilà, il peut être vide, entre guillemets, les caisses peuvent être vides sur une certaine zone en septembre, en octobre, en novembre. Ça, du coup, de toute façon, on peut facilement joindre le GIP Café Culture pour savoir ce qu'il en est sur sa région. À noter que du coup, c'est plafonné à 100 spectacles par an. Bon, c'est quand même a priori assez largement suffisant. Oui, évidemment, même si on relève pas des conventions, même si on relève la convention collective des billes de boissons, à partir de 7 spectacles par an, il faut être détenteur de la licence d'entrepreneur du spectacle. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que du coup, l'aide passe par le GUSO, tout simplement. Donc, du coup, on doit déclarer les salariés rémunérés via le GUSO, et ensuite, ça se fait très, très simplement. On obtient très rapidement le remboursement sur la base des pourcentages que j'expliquais. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui concerne les cafés, bars et restaurants. Mais il y a eu des expérimentations, enfin une expérimentation faite sur la région Bretagne et une aide un petit peu similaire dans le cadre de fonds d'aide exceptionnels suite au Covid, qui a permis de faire bénéficier également de ce type d'aide des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants et des structures de droit privé qui tombent dans le champ d'application du GUSO, donc des organisateurs de spectacles occasionnels. Ça a été expérimenté. Aujourd'hui, à l'instant T, on ne sait pas si cette ouverture du GIP va être pérennisée, mais on est en plein dans l'actu. En gros, c'est quelque chose qui va être entériné ou non lors du prochain CA du GIP Café Culture qui est ces jours-ci. Donc, voilà, si vous êtes représentant d'une petite collectivité ou d'un autre profil qu'un café culture, sachez que guettez un petit peu l'information sur le site du GIP Café Culture ou en les appelant ou autre d'ici peut-être une quinzaine de jours. Et en tout cas, d'ici une quinzaine de jours, on saura si ce qui a été expérimenté au-delà des cafés culture est pérennisé par la suite. Voilà, sur le site, vous trouverez toutes les informations nécessaires, la liste des adhérents, puisque du coup, voilà, donc GIP, groupement d'intérêt professionnel. En gros, les collectivités qui veulent qui veulent abonder le fonds adhèrent au GIP et peuvent abonder ensuite. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au GIP Café Culture.
effectivement, il y a un simulateur sur le site, donc ça permet de… Alors voilà, du coup, le dispositif avait été élargi. Est-ce que ça se poursuit? On le saura là dans une quinzaine de jours. Bonne question pour les représentations extérieures et intérieures. Je pense qu'à partir du moment où la structure qui rémunère est le café, que ce soit devant ou dedans, peu importe ce qui compte, c'est qui rémunère les artistes. Voilà. Merci beaucoup, Greg. Et donc, on vous propose sur la dernière diapositive justement un peu un panorama un peu général de ces aides FONPEPS. J'en profite peut-être pour reprendre 2-3 questions qui nous avaient été posées en amont. Donc, après vérification sur la page, donc sur le soutien du plateau en petite jauge, on a bien la même règle des 6 mois. Donc, il y a bien la possibilité de faire la demande 6 mois après la représentation concernée et contractualisée. Il y avait une question sur est-ce que la mention de la jauge dans le contrat de cession est suffisante? Non, elle n'est pas suffisante. Il va falloir en effet un justificatif, soit la photo dans la salle de l'indication sur la jauge, soit une attestation de la salle. Enfin, si vous êtes une équipe artistique, soit en effet la logique plutôt de passer par la justification sur le nombre de billets mis en vente dans le cadre de cette représentation. Sur la question plutôt sur également la manière dont est définie la salle de petite jauge. Je regardais le décret pour être vraiment bien. Donc, elle le définit ainsi, constitue des salles de petite jauge les lieux dont l'aménagement permet la mise en œuvre d'une billetterie et dont la jauge remplit l'une des conditions suivantes, etc. Donc, on est sur la notion de lieu, donc qui peut être, une logique assez ouverte, en fait, dans la considération de ce qu'est un lieu. Et ensuite, on avait donc aussi une question sur pour l'enregistrement. Est-ce que il y a aussi la prise en charge des techniciens? Non, l'aide ne concerne que les artistes. Et enfin, sur l'enregistrement, en effet, c'est la session d'enregistrement contractualisée avec les artistes qui compte en termes de date pour bénéficier de l'aide. Donc, il faut calculer par rapport aux 6 mois après cette date de contractualisation pour faire la demande d'aide sur la DEP. Alors, sur les contrats, il y avait une question sur les contrats fractionnés. Je pense qu'elle est plutôt relative à l'AESP et peut-être le fait d'être sur l'embauche en CDD sur des contrats discontinus dans le cadre de promesses d'embauche ou dans le cadre de contrats cadres. Donc ça, je l'explicitais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment le cadre d'un contrat qui est mis en place par l'employeur sur différentes dates pour le salarié intermittent. Donc par exemple, un contrat qui va se mettre en place sur 4 mois en termes calendaires, mais où vous allez avoir plusieurs périodes de travail discontinues dans ces 4 mois et qui vont par exemple se cumuler plutôt sur une période d'une vingtaine de jours, par exemple, de réalité d'emploi de la personne. Et dans ce cadre-là, en effet, on est dans une possibilité de bénéficier de l'aide AESP dans le cadre de cette promesse d'embauche et de voilà. Alors là, on n'a pas d'exemple de contrat cadre, mais ça, je pense que on va peut-être aussi voir avec nos organisations employeurs professionnels membres, le SINAVI, le SMA, le SCC ou la FNAR, qui ont aussi développé beaucoup d'outillages plus spécifiques par rapport à leur secteur sur ce type de contrat et d'accompagnement des entreprises. Et donc, on essaiera de revenir vers vous avec des éléments à ce sujet. Et est-ce que le studio d'enregistrement doit être en France? Vous me posez une petite colle. Il faut que je regarde. On a toujours des nouvelles questions, mais peut-être qu'on va devoir quand même faire une petite FAQ. On y réfléchissait. Et après, sur une capacité à
Une aide AESP de rémunération au cachet est-elle compatible avec des cachets de représentation de la page? Je n'avais pas eu la question de cumul de deux aides FONPEPS. Je partirais plutôt du principe que, a priori, s'il y a l'une, il n'y aurait pas l'autre, sachant que ce sont deux aides à l'emploi et qu'il n'y a pas de possibilité de cumul des aides à l'emploi. Ça, c'est une logique générale sur le FONPEPS. Il n'y a pas de possibilité de cumul des aides à l'emploi pour une même personne sur un même contrat. Donc, a priori, je dirais que non. Et après, on va essayer d'avancer parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je vois qu'il y a une question plutôt sur le fonds GEP ou fonds PEPS. Je ne sais pas si, en tout cas, si c'est fonds PEPS, on a déjà un petit peu répondu à la question sur la question des emplois administratifs et de production. Il s'agit surtout de se référer à la liste des métiers relatifs aux annexes 8 et 10. Donc, il y a des métiers, en effet, qui concernent la production. Sur le personnel administratif rémunéré au cachet, a priori, c'est plutôt les artistes qui sont concernés. Et sur, en effet, certaines aides FONPEPS, il y a la possibilité d'y intégrer des répétitions. Est-ce que la difficulté étant qu'en effet, il doit pouvoir y avoir des représentations a priori qui sont prévues, sauf si vous êtes sur une logique de contractualisation sur l'AESP, voilà, qui est peut-être plus large. Voilà, je crois que j'ai réussi à peu près. Et à quel endroit faire la demande d'aide? C'est sur le site de l'ASP où vous trouverez toutes les informations de CERFA, mais qui ne sont pas encore mises à jour au regard du dernier décret 2023. Donc, vous ne trouverez pas exactement les mêmes informations qu'on vous délivre ici, mais ça devrait être mis à jour vraiment dans les semaines à venir. Voilà, et je vais peut-être laisser désormais la parole à Delia pour le panorama un nouveau panorama sur un peu les aides au secteur culturel et puis des aides plus généralistes. Merci beaucoup pour toutes vos questions et voilà. Je te laisse la parole, Delia. Bon, de toute façon, moi, ça va être plus rapide que toi, puisque des aides spécifiques au secteur culturel, en fait, il n'y en a pas tant que ça. On a fait le tour un petit peu, on a essayé de regarder un petit peu partout parce qu'évidemment, depuis 2-3 ans, il y a des aides qui ont été annulées. Pendant le Covid, il y a des nouveaux dispositifs qui sont nés et finalement qui se sont achevés en 2021 ou 2022. Donc là, il reste finalement pas non plus grand-chose là-dessus. Il est quand même important de savoir qu'il existe toujours le dispositif adulte relais que peu de personnes connaissent. Alors évidemment, c'est pour un cadre très spécifique, puisque ce sont pour des résidents de quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur des missions de médiation sociale et culturelle. Donc, ça peut tout à fait rentrer dans les activités de certains d'entre vous. Il ne faut pas hésiter à aller fouiller un petit peu sur le site pour voir si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez émarger. Parce qu'il y a quand même une prise en charge de 80% du SMIC, donc c'est quand même pas négligeable. Et voilà, vous avez le lien directement dans le support qu'on vous donnera pour que vous puissiez creuser un petit peu cette question. Il reste aussi le fonds de soutien AFC, qui est le fonds de soutien du Festival Off d'Avignon, qui existe, je crois, depuis 3 ou 4 ans, qui permet de soutenir les spectacles qui jouent pendant le off. Et c'est une aide de 50 € par jour et par artiste au plateau. Donc, c'est pareil, c'est quand même pas négligeable. Là, pour le moment, sur le site du Festival Off, il n'y a pas encore le dispositif pour 2023, mais je pense qu'il ouvrira, j'imagine, au mois de mai. Donc, faut pas hésiter à aller voir régulièrement. Après, on a aussi fait le tour au niveau des collectivités pour voir s'il y avait des aides spécifiques au secteur culturel. Alors moi, pour faire cette veille depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression que ça se réduit. Il y a des dispositifs qui existaient et qui ont disparu. Donc pour le moment, en tout cas, moi, j'en ai repéré que 2.
Donc en Gironde, alors là, la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine, ils sont toujours un petit peu numéro 1. Je suis désolée pour les autres régions, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses pour l'emploi associatif et notamment l'emploi culturel. Donc il y a toujours le dispositif Place, qui est un dispositif mis en place pour la consolidation de l'emploi culturel, avec des aides financières pour ces emplois. Donc ça, c'est pour les porteurs de projets qui exercent en Gironde. Et puis après, en Hauts-de-France, il y a une aide à l'emploi pour les médiateurs culturels. Mais c'est uniquement pour un champ spécifique parce que c'est pour les salles de cinéma de proximité. Mais voilà, j'espère que ça peut quand même concerner certains d'entre vous. Alors oui, je vois que... oui, Julie, tout à l'heure, là c'était vraiment sur le secteur culturel, mais je vais passer en effet après tout à l'heure sur les aides régionales, sur l'emploi associatif de manière plus large. Là, il y a un peu plus de choses. Donc ça, je vais pouvoir quand même vous donner quelques dispositifs. Et en sachant que sur les aides à l'emploi spécifiques au secteur culturel, si jamais d'aventure vous êtes dans le cadre, vous, de concertation en tant que réseau porteur de projets culturels avec des collectivités sur le montage de nouveaux fonds, n'hésitez pas à nous tenir informés pour qu'on puisse aller voir l'info dès que c'est publié. Parce que des fois, il y a toujours un petit peu de décalage entre le moment où il y a des publications de décrets et le moment où il y a des communications. Voilà, c'était l'exemple pour le FONPEPS. Donc, n'hésitez pas à contacter ou Patricia ou moi pour nous tenir informés, pour que le maximum de monde puisse puisse bénéficier de ces aides. Je vais passer maintenant aux aides à l'emploi donc généralistes, donc qui concernent l'ensemble du champ associatif, donc pas uniquement sur le champ culturel. Donc, il existe toujours le PEC, Parcours Emploi Compétences, qui a été mis en place, je crois, en 2018. C'est ça, Patricia? Je ne sais plus, je crois. Et donc, qui est réservé aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Donc, particulièrement sur les résidents des quartiers de politique de la ville, des résidents de zones de revitalisation rurale et de travailleurs handicapés. Donc là, c'est vrai que dans le cadre de ce webinaire, puisqu'on s'intéresse quand même aux zones rurales, je pense que ce dispositif peut être vraiment intéressant. Et il y a donc un simulateur pour savoir si vous êtes considéré comme en zone de revitalisation rurale. J'ai mis le lien. Donc, ces contrats, en fait, c'est un dispositif d'État, mais après, c'est chaque préfecture qui va décider des critères et des montants de l'aide. Alors, il y a quelques temps, il y a 3 ans, je crois, j'avais fait le tour de tous les décrets dans tous les départements. Là, je me suis dit que j'allais y passer une semaine, donc je suis désolée, mais je ne l'ai pas fait. Mais peut-être que j'aurai le temps de le faire d'ici un mois. Je vais peut-être essayer quand même de décrypter un petit peu les différences, puisque il y a un cadre, donc ce que je vous disais, il y a un cadre général. Par exemple, pour la durée du contrat, c'est 9 mois minimum et 24 mois maximum. Le volume d'heures hebdomadaires minimum est de 20 heures. Et le taux de prise en charge moyenne est de 50% du SMIC. Et donc, voilà, selon les endroits, ça peut varier de 30 à 60% de prise en charge du SMIC. Donc, il me semblait quand même intéressant que j'ai une vision un petit peu globale des différences entre les territoires. Alors là, je vois... Ah oui, merci. Donc, Laure a l'air d'avoir mis le simulateur, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le simulateur pour les zones de revitalisation rurale. Merci. Alors, je vois les questions. Alors, moi, je ne suis pas du tout experte du parcours emploi compétences. Je le connais puisque j'étudie quand même un petit peu la façon dont il se met en place dans les territoires depuis quelques années. Mais sur les questions peut-être un peu plus précises, je pense qu'il faut se rapprocher de Pôle emploi, puisque c'est Pôle emploi qui met en place ces contrats. Et selon les départements, il n'y a pas forcément les mêmes critères. Donc là, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, puisque ce qui peut être vrai dans un département ne sera pas forcément le même dans un autre.
j'essaierai quand même de répondre s'il y a des questions d'ordre un peu plus général. Et j'ai vu que le DLA 46 avait mis le taux de prise en charge pour l'Occitanie, en effet. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je n'ai pas pu lire en parlant. Il y avait en effet une question sur est-ce qu'il y avait la possibilité d'un cumul entre le FONPEPS et le PEC, mais on a déjà une personne Paul Roux, qui a répondu, en effet, pour dire que ça n'était pas cumulable, puisqu'on était bien là pour le PEC, une autre aide à l'emploi de l'État, et que ça n'est pas en effet cumulable de manière simultanée avec le FONPEPS. Par contre, ça peut être successif. Il peut y avoir après le PEC, une manière de penser un FONPEPS. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions sur le PEC. Je regarde rapidement. Ah oui, sur l'AFC, il y a eu une réponse. Ok. Le dispositif adulte relais n'est pas possible en milieu rural. À vérifier, mais c'est quand même le cadre, c'est sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, ça me semble quand même exclure ces zones. Je continue. Donc, après le PEC, il existe toujours les emplois francs qui ont été mis en place, qui ont été expérimentés pendant 2 ou 3 ans, je crois, et qui maintenant ont été généralisés. Et donc, qui consiste c'est une prime à l'embauche en CDI, avec un montant de 5 000 € sur 3 années maximum, ou en CDD de plus de 6 mois. Et donc, c'est pour les personnes qui sont inscrites en Pôle emploi, en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8. Je ne pourrais pas forcément vous donner le détail, mais il faut aller voir sur le lien que je vous ai donné, ou un adhérent de contrat de sécurisation professionnelle, ou un jeune suivi par une mission locale. Donc, c'est pareil, c'est des fonds qui ne sont quand même pas négligeables, donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Après, de manière peut-être un peu plus rare, est-ce que sur les postes FONJEP, tu veux peut-être prendre la main, Patricia? Comme tu veux. Oui, je te laisserai faire en effet les aides régionales par la suite, mais simplement vous rappeler que ces postes FONJEP qui existent maintenant depuis très longtemps, au moins une 50aine d'années, et qui sont des postes, qui sont des financements à peu près de 7 200 €, généralement pour une durée de 3 ans, qui viennent soutenir l'emploi associatif dans des associations de domaines assez variés, généralement plutôt agréées jeunesse et éducation populaire, parce que c'est le ministère de la vie associative qui est le premier financeur du FONJEP, et donc la majeure partie des milliers d'emplois FONJEP sont financés à travers cet agrément éducation populaire, mais il existe aussi d'autres emplois FONJEP financés par un tout petit peu par le ministère de la Culture, un peu par la Solidarité internationale ou d'autres, qui ne nécessitent pas nécessairement cet agrément. C'est un financement assez intéressant, puisque généralement il est renouvelé au-delà de ces 3 ans, et donc il permet quand même d'avoir une assise une assise sur une aide à l'emploi un peu pérenne, pour le champ associatif, et en plus qui est dédié à une logique vraiment de structuration associative, de coordination associative ou de fonction dans l'association, assez généraliste. Donc, il peut vraiment soutenir pas mal d'emplois. Voilà. Donc, les demandes sont à faire au niveau départemental. En ce qui concerne les associations agréées EducPop et les FONJEP EducPop. Au niveau du ministère de la Culture, il y a une 50aine de FONJEP Culture qui existent, donc c'est relativement réduit, mais on essaye de pousser pour augmenter cette enveloppe, parce qu'on juge qu'en effet, c'est une aide à l'emploi vraiment intéressante, notamment pour les secteurs qui ne sont pas habilités à recevoir le FONPEPS, ou qui sont pas dans le champ du spectacle notamment. Et dans ces cas-là, vous pouvez toujours voir auprès de votre DRAC, mais c'est vraiment très rare qu'ils permettent des FONJEP culture. Voilà. Et puis je te laisse peut-être la parole sur les aides régionales.
Ouais. Et bien, il y avait une question sur emploi franc et FONGEP ne sont pas cumulables. Moi, je dirais que ça semble pas cumulable, mais peut-être que toi, tu sais de manière plus précise. Non, je ne saurais pas vous dire, je préfère vérifier l'information D'accord. et on répondra par mail. Très bien. Donc, sur les aides régionales sur l'emploi associatif, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Je crois que j'ai trouvé 10 régions dans lesquelles il y a une possibilité d'aide à l'emploi associatif sur les 13, donc ce qui est quand même pas négligeable. Donc, je les ai toutes listées. Donc, il y a la Bourgogne-Franche-Comté qui propose quelque chose, donc une aide à l'emploi associatif de 7 000 euros. Grand Est, c'est 16 000 euros sur 2 ans pour un temps plein, donc j'imagine que c'est proratisé pour un temps partiel. Sur la Guadeloupe, il existe encore les emplois tremplins qui existaient de manière un peu plus large dans les régions il y a quelques années, mais qui n'existent presque plus maintenant. Donc là, la Guadeloupe, ça existe encore. Alors, je crois que j'avais eu des difficultés à trouver le montant. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément mis ici. Donc, ça, il faudra que peut-être que je pose la question pour savoir quel est le cadre de l'aide. Il y a une question sur l'aide à la région Grand Est. Il doit concerner une création de poste. Oui, c'est vrai que j'ai pas. Là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais en effet, c'est une aide pour la création d'emplois. Donc, en effet, dans certains cas, c'est pour la création d'emplois. Et dans d'autres cadres, la personne peut déjà être en poste. Oui. Après ça, Non, juste, il y a une personne qui voulait qu'on revienne sur le slide précédent, donc voilà, je vais sur ce slide. Et en effet, on a plusieurs personnes qui nous précisent des éléments sur le dispositif d'aide emploi asso de la région Bourgogne-Franche-Comté qui, semble-t-il, évolue, enfin s'arrête peut-être cette année dans son dispositif actuel, est en train d'évoluer. Donc, on nous dit il devrait être voté en mai ou en juin et devrait évoluer vers une aide pluriannuelle de fonctionnement sur 3 ans sur des fonctions de coordination. Ah bah super. Ok. Pas plus automatique par contre, et il faudra en effet être plus sélectionné. Il risque d'avoir une réduction du nombre d'aides allouées. Ah oui, d'accord. Ok, bah tu vois, tout ça, j'avais pas en effet eu le temps de lire tout ça. Merci. Je ne sais pas si sur le Grand Est, il y avait uniquement cette précision de Marco Linard sur le fait qu'il y avait une création, parce que c'était sur la création de postes. Alors, sur la Bourgogne-Franche-Comté, en fait, je l'ai peut-être mis 2 fois, Bourgogne-Franche-Comté, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, Guadeloupe, oui, non, je les ai mis 2 fois, excusez-moi. Donc, il y a la Bretagne. Donc, l'aide à destination des associations non employeuses ou employées au maximum un salarié. Donc, c'est pour des jeunes de moins de 26 ans et donc l'aide est de 10 000 euros maximum et apparemment, c'est non renouvelable. Et c'est pareil, dans le chat, je vois qu'il y a des informations sur cette aide. Les assos culturels ne sont plus ciblés. Ah, ok. Les associations devront être actives dans ces domaines. Jeunesse, lutte contre la pauvreté, transition écologique, alimentation durable, égalité des droits. Donc ça, ce sera en effet... moi, j'irai vérifier et je mettrai à jour le document sur le site internet d'Opal pour voir si en effet, si elles sont vraiment exclues. Donc en effet, là, pareil, une précision sur l'aide Bourgogne-Franche-Comté, donc avec une aide supplémentaire d'aide à l'investissement pour améliorer les conditions de travail de l'employé. Là, il y a une question sur le FONGEP. Est-ce qu'il y a un cumul possible par structure? Est-ce qu'il y a une limite?
Alors, en effet, il y a la possibilité de cumuler plusieurs postes FONJEP dans une même structure. Je n'ai pas souvenir d'une limite dans les textes, sauf que les FONJEP sont quand même attribués sur commission, et donc forcément, il y a une attention à ce que il n'y a pas de qu'il y ait pas trop de FONJEP dans une même structure nécessairement, puisque le crédit, comme nous l'écrit Sophie du DLA 77, est limité par département. Est-ce que je vais passer à la diapositive suivante, s'il te plaît? Donc, région Centre, il y a le dispositif CAPASO qui existe en effet depuis quelques années, avec une subvention de 6 000 à 60 000 euros selon la durée du projet. Et l'aide est de 3 ans maximum. Alors, ce n'est pas uniquement une aide qui est ciblée que sur les emplois, mais aussi sur l'ensemble du projet. En Nouvelle-Aquitaine, donc, il y a une aide qui est ciblée sur la création nette d'emplois en CDI et à temps plein. Donc là, avec notamment une attention portée aux emplois mutualisés et amorçant une dynamique en milieu rural ou en zone fragilisée, donc qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de la thématique de ce webinaire, avec une aide de 21 000 euros sur 3 ans. Et dans les Pays de la Loire, une aide au démarrage et à la diversification des groupements d'employeurs. Donc ça, c'est quand même une aide que je trouve intéressante, avec une aide de 6 000 euros pour l'aide à la diversification et 12 000 pour l'aide au démarrage. Et ce sont des aides qui sont non renouvelables. Donc finalement, comme j'avais mis en doublon certaines régions, en fait, il n'y en a pas 10 qui ont mis en place des aides à l'emploi associatif, il y en a moins. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont en cours de montage dans certaines régions. Moi, je vais continuer à analyser et à vous mettre à disposition toutes ces ressources. Dans les Hauts-de-France aussi, il y a deux aides sur l'aide à l'émergence des structures de l'économie sociale et solidaire pour des associations qui ont une activité économique, pour la création de CDD ou CDI, ou la transformation de CDI en CDI d'un CDD. Et puis, une autre aide sur le développement des structures de l'ESS, avec des aides au montant de l'investissement entre 25 000 et 300 000 euros. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur les aides régionales. Moi, c'est ce dont, en tout cas, j'ai connaissance à ce jour. Il y a aussi d'autres aides à l'emploi, alors qui ne sont pas des aides directes comme ce qu'on a pu voir, mais qui peuvent aussi appuyer le développement de votre projet professionnel, votre projet culturel, pardon. Donc, il y a le contrat d'apprentissage qui bénéficie à des jeunes de 16 à 29 ans. Alors, apparemment, il y a quand même des cas de dérogation et qui sont quand même des contrats de travail du régime général en CDD ou en CDI. Et il y a des aides qui sont de 6 000 euros en 2023 et puis des prises en charge du coût d'une formation. Il y a le contrat de professionnalisation également pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, des bénéficiaires du revenu de solidarité, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés. Et puis aux personnes aussi ayant bénéficié d'un contrat aidé. Donc voilà, je crois que, je ne sais pas, en termes de critères, je pense que j'ai dû faire le tour. Et donc, ce sont les aides qui consistent en des exonérations de cotisations sociales, des primes et des aides diverses. Voilà, là, sur ce dispositif. Et puis, pour finir sur les aides à l'emploi, donc il y a aussi tout un panel d'exonération de charges sociales dans certains cas. Tu peux passer la diapositive. Donc, il y a 4 types d'exonération de charges. Il y a
Il y a la réduction générale sur les bas salaires pour les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. Il y a l'abattement de la taxe sur les salaires pour les structures dont la taxe est inférieure à 21 381 €. Donc, ça veut dire qu'on paye la taxe qu'à partir de ce montant-là. Il y a des aides aussi liées aux zones géographiques, donc les zones de revitalisation rurale, les zones franches urbaines, les zones de restructuration de la défense ou encore les bassins d'emploi à redynamiser. Vous pourrez voir le détail dans le lien que j'ai mis. Et puis aussi pour les jeunes entreprises innovantes qui ont des dépenses de recherche et développement à hauteur de 15% minimum de leur projet. Donc voilà, 4 types d'exonération de cotisation. Tu veux reprendre la main ou est-ce que je continue, Patricia? Donc, ce qui nous semblait quand même important aussi aujourd'hui, c'est de vous donner l'information aussi sur les dispositifs qui peuvent vous aider sur votre fonction employeur. Puisque en fait, sur la mise en place comme ça de contrats ou pour embaucher ou pour pallier aux difficultés liées à cette fonction employeur, il y a différents dispositifs qui existent. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du dispositif local d'accompagnement qui existe depuis 2004 sur l'ensemble des départements et que vous pouvez solliciter pour réfléchir à des difficultés liées à l'emploi, mais quand même de manière plus large, liées à votre projet associatif. Si vous avez des questionnements un peu forts, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement individuel ou d'un accompagnement collectif qui peut regrouper d'autres structures de votre territoire et avec lequel vous allez pouvoir réfléchir sur des problématiques communes. Donc là, il y a une petite vidéo que vous pourrez aller voir à l'issue de ce webinaire. Et puis, vous pouvez toujours aller voir les informations sur le site info-dla.fr. Nous vous invitons aussi à vous rapprocher des syndicats employeurs du spectacle vivant qui peuvent vous accompagner sur ces questions-là, répondre à vos questions, puisque en adhérant à ces syndicats, vous avez accès à un service juridique, notamment à des lettres d'information régulières sur une veille juridique et aussi sur des conseils très, très précis sur voilà, répondant à vos questions. Donc là, on les a listés. On n'a pas fait toute la liste. On a mis en tout cas les syndicats employeurs qui sont adhérents à l'UFISC, donc le syndicat des musiques actuelles, le syndicat des cirques et compagnies de création et le syndicat national des arts vivants. Mais il en existe. Je m'aperçois qu'il manque la Fédération nationale des arts de la rue que nous avons mis dans la liste. Je croyais qu'on l'avait mise, donc je suis étonnée. Mais voilà. En effet, on le rajoutera. On le rajoutera évidemment sur la diapositive. Léa, est-ce que éventuellement tu peux rajouter cette information dans le chat? Parce qu'en effet, je pensais aussi qu'on l'avait mis. La Fédération nationale des arts de la rue. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ça fait 4 structures vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour échanger. Et puis, bon, on trouve que c'est toujours des mouvements intéressants pour participer à la structuration du secteur. Vous pouvez aussi vous tourner vers les réseaux territoriaux ou les réseaux nationaux qui sont adhérents à l'UFISC et à la COFAC, qui organisent aussi comme ça des webinaires qui vous donnent accès à des FAQ ou à des ressources mutualisées. Il ne faut pas aussi oublier vos OPCO, donc l'ABDAS et l'OPCO de la cohésion sociale, l'uniformation, qui propose aussi des dispositifs d'appui dans votre fonction employeur. Et pour finir, également, les agences culturelles régionales ou départementales qui peuvent aussi vous accompagner sur ces questions-là. Et puis, les groupements d'employeurs. Donc, on a la Fédération nationale des géocultures qui met en place aussi des espaces de réflexion et d'échange. Vous aurez toutes les informations sur le site d'Opal.
Je regardais s'il y avait des questions là-dessus. Mais non, je ne crois pas. Peut-être simplement pour compléter rapidement ton propos et n'hésitez pas, puisqu'on a encore un petit peu de temps justement sur des questions auxquelles on n'aurait pas répondu parce qu'on a fait un déroulé un peu rapide pour avoir justement un peu ce temps d'échange en fin de diaporama. Donc maintenant que vous avez eu un peu tout ce panorama, n'hésitez pas s'il y a des questions plus spécifiques sur lesquelles vous voulez revenir. Moi, je voulais simplement peut-être revenir sur en effet l'accompagnement des OPCO, comme l'a rappelé Delia, il y a cet accompagnement qui se fait autour évidemment de la formation professionnelle aujourd'hui, qui est un appui, un levier pour la formation de vos salariés dans les structures, que ce soit des salariés récents ou pour conforter des parcours de vos salariés. C'est aussi vos interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui concerne les contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Donc, n'hésitez pas à les solliciter parce qu'ils ont une information et une capacité d'accompagnement par rapport à la mise en place de ce type de contrat. Et ils sont notamment acteurs du dispositif puisque c'est eux qui vont être chargés de valider votre dossier, notamment pour les contrats d'apprentissage, et de pouvoir financer, prendre en charge la formation dans le cadre du contrat d'apprentissage et du lien avec l'ASP qui vous donne l'aide à hauteur de 6 000 €. Voilà, donc ils peuvent vous accompagner par rapport à ça. Ils peuvent aussi, après, il y a aussi un certain nombre de dispositifs, je pense au dispositif de conseil emploi qui permet aussi d'accompagner les employeurs dans des problématiques RH, donc ils peuvent être aussi très intéressants, en tout cas pour l'AFDAS, là je parle plutôt pour l'AFDAS, très intéressants aussi pour vos problématiques plutôt d'employeurs et RH. Voilà, peut-être, et après je sais pas, peut-être compléter aussi au niveau des groupements d'employeurs, puisque comme Delia le disait, il y a beaucoup d'informations sur le site d'Opale, mais en effet, c'est peut-être aussi, ça avait été le cas dans plusieurs questions qui nous avaient été renvoyées avant le Zoom, merci pour une information, le Zoom RH, en effet, qui nous avait été renvoyée sur les groupements d'employeurs. Donc, est-ce que ça peut permettre de venir consolider de l'emploi, notamment dans les cadres d'emploi d'écoles de musique, où il y a des besoins un peu de coopérer et de mutualiser sur l'emploi. Donc, le groupement d'employeurs reste en effet un outil très utile pour ce faire et pour gérer de la mise à disposition dans un cadre non lucratif de mutualisation d'emploi. On a donc cette Fédération nationale des GE Culture qui peut vous renseigner parce que ses membres ont une expérience de la mise en place des groupements d'employeurs dans le champ culturel. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer vos questions à ce sujet et on fera suivre vers un certain nombre d'interlocuteurs. On a aussi une cartographie qui est en cours de mise en œuvre et donc qui vous permettra justement de mieux les identifier. Il faut savoir que les GE sont éligibles à la plupart des aides dont nous avons parlé, qu'il y a aussi les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification, les GEIQ, qui permettent aussi de travailler justement des parcours d'insertion pour des jeunes professionnels. Donc, c'est vrai que notamment en milieu rural, ça peut être assez intéressant aussi de penser cette mutualisation à travers l'emploi. Voilà, donc je ne sais pas si... Pardon, je t'en prie. Non, je disais qu'il ne semble pas avoir d'autres questions. Ah si. Tu vois la question, Patricia? La dernière? De Noémie Gage.
Alors, je lis la question en direct. On disait que donc le fonds PEPS faisait partie des aides de minimis, en effet. Et donc, est-ce que le plafond des 200 000 € sur 3 exercices d'une association concerne toutes les subventions entrant dans les minimis, ou est-ce que c'est le plafond seulement par rapport aux aides fonds PEPS? Et pourriez-vous préciser si une aide fonds PEPS au CDI peut se cumuler avec une aide FONJEP? Alors, sur le cumul avec les aides FONJEP, on va vérifier ce point parce que, comme c'est vrai qu'on n'est pas dans un cadre d'aide à l'emploi de l'État dans le cadre des aides de minimis, mais bien plutôt sur une logique de subvention à une association par cette aide FONJEP, on va vérifier l'information du cumul, que ce soit, je crois qu'on en avait une autre tout à l'heure, avec les emplois francs. Donc ça, je vous propose de vous renvoyer l'information par mail avec le diaporama qui sera un peu mis à jour. Et sur la question des minimis, normalement, la règle serait de l'ensemble des aides aux minimis de la structure sur 3 ans à hauteur de 200 000 €. Donc, ça devrait être la considération des aides minimis au-delà du fonds PEPS. Et je sais qu'il y avait encore quelques questions qui nous avaient été posées en amont du diaporama de ce webinaire, mais qui étaient vraiment très spécifiques sur les questions de bibliothèque, de conseillers numériques. Alors peut-être juste donner quelques éléments qu'on a pu un peu chercher au cas où les personnes sont présentes, et puis c'est toujours utile pour les autres d'avoir peut-être quelques informations supplémentaires. Vous savez peut-être que dans le champ de la lecture publique, il y a eu la possibilité enfin pas seulement dans le champ de la lecture publique d'ailleurs, pour tout type d'association, et ça peut être intéressant notamment en milieu rural, la possibilité d'avoir un financement pour des conseillers numériques, c'est-à-dire venant aider à un meilleur usage du numérique, et donc particulièrement utile notamment dans les bibliothèques. Il y a des fonds qui restent engagés sur 2023 pour la création de ces conseillers numériques et qui sont en fait des financements qui s'étalent sur 3 ans et qui viennent quand même à bonne hauteur aider ce financement. Après, en effet, pour le moment, c'est essentiellement dans le champ. Enfin, il y a eu une possibilité pour les structures privées de bénéficier de ce dispositif. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt sur ce début 2023 les structures publiques qui sont concernées, mais il faudra faire attention peut-être à un prochain appel à manifestation d'intérêt ou appel à projet pour les structures privées donc associatives là-dessus. Il y avait aussi des demandes sur des emplois permanents en bibliothèque. On a pu voir qu'il y avait un certain nombre d'aides départementales qui étaient proposées. Donc là, en Vaucluse, en Côte d'Or, dans l'Ain. Donc peut-être à regarder de plus près, en effet, en fonction des départements, ce qui peut être mobilisé sur cette question des aides pour les bibliothèques. Et il y avait aussi la possibilité d'aide particulière sur les territoires zéro chômeur de longue durée. Donc là, ça nécessiterait en effet de regarder de plus près, mais il faut savoir quand même que ce dispositif, peut-être que certains connaissent, des territoires zéro chômeur de longue durée, est vraiment un dispositif pour la création d'entreprises à but d'emploi qui permettent justement la création d'emplois d'utilité sociale pour les personnes justement en chômage longue durée. Donc normalement, c'est complètement le cadre et la vocation de ce dispositif que d'être sur une logique de création d'emplois. Voilà, peut-être pour des questions très spécifiques que j'avais gardées pour la fin, mais qui répondent peut-être à quelques questions des participants. Et oui, merci. Oui, il y a une question, mais savez-vous s'il existe une liste de subventions entrant dans les minimis? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est très compliqué parce que parfois on a l'impression que les collectivités en savent pas plus que nous sur la manière d'organiser et d'administrer ces problématiques d'aide d'État. Donc non, je saurais pas dire s'il y a mais ce serait très utile en effet. En effet, notamment au PAL, on a travaillé sur un guide
sur ces questions-là qu'on va remettre à jour. Je vous donne le lien de suite. Tout à fait. Et par rapport aux questions précédentes, donc le fonds PEPS peut être il concerne les artistes et les techniciens, mais techniciens au sens des annexes 8 et 10. Et donc, il faut vraiment se référer à la nomination des métiers et les chargés de production, de fait, peuvent être concernés. Et alors, sur les aides pour la création d'un festival en milieu rural, ça dépasse, là, pour le coup, la logique de notre webinaire aujourd'hui. Il peut y avoir, en effet, des aides diverses et notamment le nouveau dispositif mis en place par l'État sur les festivals, mais qui concerne quand même plutôt des festivals déjà existants. Pour la création, le mieux est sans doute de se tourner auprès des collectivités de proximité, communes, interco, pour voir ce qui peut exister en termes de soutien possible à ces festivals. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui sont proposées. Peut-être qu'on va laisser le mot de conclusion à Grégoire et à Léa, peut-être si sur cette question de la thématique ruralité, il y a d'autres informations et nouvelles à venir. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions. Et comme on disait, on vous renverra à la fois le diaporama mis à jour et peut-être quelques réponses donc aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Patricia, Delia, bravo, merci pour cette efficacité, cette exhaustivité. Alors, je vois une dernière peut-être remarque dans le cadre de l'aide ASP. Merci de bien vouloir nous proposer des exemples de contrats cadres. Je crois qu'il y avait déjà une demande là-dessus. On essaiera peut-être de trouver ça et de le mettre à disposition parmi les ressources, si ça vous va. Et voilà, avez-vous le lien vers les annexes 8 et 10 SGP? Ça, bon, on peut peut-être retrouver ça et pareil l'intégrer au diaporama. Donc, non, rien de particulier à ajouter. Donc, voilà, on l'a dit en début de webinaire. Donc, nous mettrons à disposition l'enregistrement vidéo de cette présentation rapidement, que ce soit du côté UFISC ou du côté Opal. Nous mettrons également à disposition le PDF du PowerPoint de présentation avec l'ensemble des liens actifs et puis peut-être réactualisé au regard de quelques questions. Et voilà, on va essayer de faire les ajouts pour être le plus exhaustif possible. Ces ressources-là, on vous les enverra, vous, en tant que participants, mais on les mettra bien sûr à disposition sur nos sites ressources respectifs. Vous les revoyez sur la dernière page sur le partage d'écran. Donc voilà, je le redis, pour vraiment ce qui concerne les questions de culture en secteur rural, ce nouveau site ressources proposé par l'UFISC, mais en lien avec l'ensemble de ses partenaires, cultureruralité.fr, vous trouverez pas mal d'informations, de ressources, de littérature, et on essaiera bien entendu de l'alimenter, de l'enrichir au jour le jour, et plus globalement sur les questions de culture et ESS, le site ressources beaucoup plus ancien, mais et très enrichi d'Opal, sur lequel voilà, vous trouvez pareil myriade d'informations. Donc, me reste à voilà, vous remercier toutes et tous une dernière fois pour votre participation, et on proposera sans aucun doute de nouveaux temps et notamment de type webinaire sur d'autres thématiques en lien avec ces questions de culture et ruralité dans les semaines, mois à venir. Merci beaucoup et à bientôt.